en Algérie. Elle sera divisée en deux parties. Une première partie où on introduira la maladie, donc on reprendra certaines caractéristiques, donc notamment clinique, biologique et la situation mondiale. Et une deuxième partie plus longue qui s'intéressera à la leptospirose en Algérie. Donc la leptospirose est une zoonose bactérienne qui est due à une bactérie gram-négative du genre Leptospira de la famille des spirochètes, donc comme la syphilis et d'autres pathologies. D'un point de vue historique, c'est une maladie qui est connue depuis fort longtemps, mais bon, j'ai commencé l'historique au début du XXe siècle, où on a isolé donc pour la première fois une souche responsable de la forme ictéro-hémorragique. Puis en 1915, toujours à la même période, on identifie le rat comme réservoir, donc c'est quand même une avancée majeure. Et un peu plus tard, on identifie qu'il existe des formes anictériques de la maladie, mais surtout le point marquant, c'est fin des années 1910, on met au point le sérodiagnostic de la maladie, basé sur la séroagglutination et qui est jusqu'à présent donc le test de référence en sérologie. Donc deux classifications se juxtaposent pour... il y a deux classifications qui se juxtaposent. Une classification génomique qui a identifié à l'heure actuelle plus de 60 espèces. Certaines sont pathogènes, d'autres ça profite. Et une classification antigénique qui est très utilisée pour le diagnostic et qui a identifié à l'heure actuelle plus de 300 sérovars qui sont regroupés eux-mêmes en sérogroupes. Donc il y a de nombreuses espèces. J'ai cité ici les espèces les plus répandues. Je ne m'attarderai pas dessus parce que je pense qu'il y a une communication relative à ces espèces, donc, notamment Leptospira interrogans que la majorité connaissent. D'un point de vue diagnostique, on a deux méthodes qui se superposent. Donc la sérologie qui est relativement facile à mettre au point, mais qui permet le diagnostic qu'une semaine à 10 jours après l'apparition des symptômes, donc qui est peu utilisée pour le diagnostic courant, et la PCR qui permet donc un diagnostic rapide, mais qui n'est pas disponible partout, malheureusement. Donc pour cette partie-là, on peut noter qu'il y a une très grande diversité au sein de chaque espèce. Les espèces sont nombreuses et il faut savoir que la classification des leptospiroses est régulièrement en mouvement. Il y a des modifications de nouvelles espèces et des fois des nouveaux clades qui sont répertoriés. Cette infection se caractérise par un polymorphisme clinique assez important puisqu'elle va du simple syndrome pseudogrippal, qui est la forme la plus fréquente, à une atteinte multiviscérale où pratiquement tous les organes peuvent être touchés. Et la forme la plus grave et celle qui est la plus connue peut-être, c'est le syndrome d'Oweil avec un syndrome hémorragique associé à une insuffisance rénale. Donc les formes bénignes représentent presque les 9/10 des formes cliniques de la leptospirose. Du coup, c'est une des raisons pour laquelle cette pathologie est peu connue. La létalité peut aller de 5 à 20% selon les pays pour les formes graves. Il y a de nombreuses appellations de cette affection qui sont liées d'abord aux professions exposées, donc maladie des égoutiers, des rizières, etc., ou qui sont liées donc aux facteurs d'exposition. Toujours est-il que cette multiplicité des appellations traduit en fait le grand polymorphisme clinique et les nombreuses expositions auxquelles peuvent être soumises les personnes. Donc concernant le cycle de transmission, la première des choses, c'est que la transmission se fait par le biais d'urine infectée, soit par contact direct, soit par contact indirect. Le réservoir principal est représenté par les rongeurs, notamment les rongeurs aquatiques qui favorisent la dissémination des leptospires dans l'environnement. Donc ces leptospires sont disséminés via les urines infectées. Il y a un échange qui peut se faire entre la faune sauvage et les rongeurs, les petits rongeurs, mais très souvent ce qui se passe, donc
le réservoir donc, va contaminer le sol et les humains vont être contaminés par le biais de ce sol souillé par les leptospires, mais également les animaux domestiques peuvent être contaminés. Donc d'abord le chien, en sachant que le chien est très sensible aux leptospires, donc ça peut être une source de contamination pour l'homme, mais également les animaux d'élevage comme les bovins, etc. Donc ils sont également qui permettent, enfin qui sont à l'origine plutôt d'une exposition professionnelle. Donc globalement, on a deux modes de contamination importants. Le mode direct par l'intermédiaire d'une morsure, par exemple par un rat ou par un chien infecté, ou directement en manipulant des carcasses d'animaux infectés, etc. C'est une contamination qui est peu documentée et qui est relativement peu fréquente, mais qui existe tout de même. Et enfin, la contamination indirecte, par le biais de l'environnement, qui est la plus fréquente. Donc, et voilà. Quels sont les facteurs de risque? Les facteurs de risque démographiques, d'abord le sexe masculin du fait des activités professionnelles, et également pour les activités à risque, il y a certaines professions, celles qui sont en contact directement avec l'eau. Ce sont par exemple les agriculteurs, les éleveurs, les égoutiers ou les éboueurs. Il y en a beaucoup. Et également, on a les activités de loisirs en eau douce contaminée qui peuvent être une source de contamination. Les facteurs environnementaux sont surtout les endroits où il y a un climat tropical et subtropical, la bactérie aimant bien l'humidité et la chaleur. Les régions où il y a de fortes pluies ou des inondations qui favorisent la dissémination des bactéries dans l'environnement et la mauvaise hygiène, notamment au pourtour des grandes villes et les bidonvilles, etc. Donc, pour résumer, on a donc un réservoir animal représenté essentiellement par le rat qui est un porteur sain, donc pas de symptomatologie, ou par le biais des animaux d'élevage ou domestiques qui, eux, développent des signes, qui développent une maladie. Donc, à partir de ce réservoir, 3 modes de contamination, j'en ai cité 2. La contamination directe qui est relativement peu fréquente, la contamination environnementale qui est la plus importante, donc à partir des sols humides, des eaux stagnantes, de la boue, etc., ou d'eau à faible débit, et également la contamination alimentaire, donc qui se retrouve lorsque, par exemple, on consomme des aliments contaminés par les leptospires, par une eau qui a été souillée. Donc la porte d'entrée chez l'homme se fait essentiellement à partir de peaux lésées, donc de plaies, parfois dû à une macération de la peau, et également elle peut se faire par les voies muqueuses, par l'intermédiaire des muqueuses, notamment oculaires, buccales et nasales. Donc on a 2 grandes types d'activités qui exposent donc à l'infection, on va dire 3. L'exposition professionnelle, donc ce sont les travailleurs qui travaillent en milieu hydrique. Nous avons également les loisirs en eau douce et l'exposition environnementale plus générale, telle que le jardinage ou la proximité d'un puits, etc. Donc on va dire une exposition domestique qui peut toucher toute la population. Alors, qu'en est-il de la leptospirose dans le monde? Eh bien, pratiquement, on peut voir sur cette carte qu'il n'y a aucun pays épargné. Néanmoins, les incidences les plus élevées sont quand même observées dans les régions tropicales ou subtropicales, aussi bien en Amérique qu'en Afrique qu'en Asie. Donc c'est un problème de santé publique qui est considéré comme émergent par l'OMS, avec plus d'1 million de cas qui sont déclarés chaque année ces derniers temps, et plus de 60 000 décès. Surtout, c'est une infection qui occasionne un fardeau économique très important, et son incidence est en augmentation dans le monde entier.
Initialement, c'était une maladie qui sévissait essentiellement dans les zones tropicales et subtropicales, mais depuis un certain nombre d'années, c'est une maladie qui a étendu son aire géographique en dehors de ces zones, notamment les zones tempérées. Alors, quel est le coût mondial de la leptospirose? Donc, il y a peu d'études sur ce sujet. Là, c'est une étude qui a été publiée en 2023 et qui a essayé d'évaluer la perte de productivité, donc en dollars américains et en dollars internationaux, donc de par le monde. Et on voit ici, bon, peut-être c'est pas très lisible, les pays qui ont la perte de productivité la plus importante sont des pays qui se trouvent en Asie, notamment la Chine, l'Inde, et également les États-Unis, et un peu bien sûr l'Afrique et l'Amérique latine. Cette affection, donc comme c'est une zoonose, donc bien sûr, elle peut engendrer d'importantes pertes économiques pour le secteur de l'élevage. Voilà pour la partie introductive. Alors, qu'en est-il en Algérie? C'est une maladie à déclaration obligatoire depuis l'indépendance, mais qui a été reconduite en 2022. Elle fait partie de la catégorie 1. Elle est sous surveillance nationale. Le sérogroupe prédominant est le sérogroupe ictéro-hémorragique en Algérie. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des travaux récents qui ont été faits par l'Institut Pasteur d'Algérie, qui a permis de décrire 4 nouvelles espèces dans les eaux d'eau douce en Algérie. Elles sont citées ici. Et en 2024, je l'avais signalé en bienvenue, donc il y a une première journée nationale thématique sur la leptospirose organisée par l'IPA et pour mettre en exergue l'importance de cette affection. Alors, quelles sont les tendances évolutives en Algérie? Bien, j'ai repris les tendances depuis le début des années 2000 et on voit sur cette poutre, globalement, on peut identifier 5 phases évolutives. La première qui s'étend de 2001 à 2005 et où on voit une ascension donc de l'incidence de la leptospirose, puis une phase d'ascension rapide, pardon, c'est pas ce que je voulais faire, ici avec un pic en 2010, et durant cette période, on a doublé le nombre de cas, autour de 70 cas, de 70 à 100 cas par an. Alors le pic que l'on observe ici en 2010, c'est un peu particulier. Il est lié à une contamination d'un puits, du puits de la mosquée de Sétif, qui a entraîné une contamination de la population générale. Donc plus de la moitié des cas provenaient de cette wilaya. Ensuite, à partir de 2012, on note une phase de déclin. Donc on redescend autour de 35 à 40 cas par an, probablement lié à des modifications de la pluviométrie, peut-être à une amélioration de l'assainissement. Donc la période 2020-2021, pratiquement il n'y a rien, mais ça c'est pas spécifique à la leptospirose, c'est valable pour toutes les infections. Et à partir de 2022, on note une remontée de l'incidence, donc qui s'est accélérée donc en 2025. Quelle est la répartition mensuelle? Eh bien, ici, sur ce graphique, il y a 2 courbes aussi qui se juxtaposent. Donc, les bâtonnets en vert donc, schématisent le nombre de cas moyens par mois calculé sur les 10 ans et par an. Et la courbe en orange, donc, représente le nombre de cas déclarés pour l'année 2025. Donc, lorsqu'on analyse les données sur la période 2016 plutôt, 2024, eh bien, on note qu'il n'y a pas de saisonnalité marquée. Vous voyez que c'est relativement stable, avec peut-être une très légère augmentation durant la période automnale. Par contre, pour la 2025, on a un pic très net au mois d'avril,
donc probablement en rapport avec la pluviométrie exceptionnelle que l'on connaît depuis 2025, début 2025, et qui s'est prolongée jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors, cette répartition suggère que la maladie est endémique, avec une transmission continue tout au long de l'année, et c'est un profil un peu différent de ce qui est retrouvé dans d'autres contrées, tels que les pays tropicaux ou les pays tempérés. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, ce profil est en faveur de facteurs globaux et multifactoriels, notamment où il y a une juxtaposition des facteurs liés à la pluviométrie, mais également à des événements hydrologiques ponctuels, tels que l'événement de Sétif dont j'ai parlé. Alors, quelle est la répartition géographique? Donc ici, j'ai repris sur les 10 années donc l'incidence de la leptospirose en dehors du Covid. C'est pas très intéressant. Ce que l'on note, c'est que c'est d'abord le littoral qui est touché et essentiellement le centre et l'est. C'est valable pratiquement pour toutes les années, avec quelques cas parfois à l'ouest, mais de manière plus épisodique. Alors, les wilayas avec les incidences les plus élevées sont également retrouvés pratiquement systématiquement au centre pour la majorité des années étudiées, 2016, 2017, 2018, 2019, même si c'est moins sensible, 2024 et 2025. Alors, toujours concernant la répartition géographique, on a entre 9 à 20 wilayas touchés chaque année, selon les régions, selon les années, et on l'a bien signalé, les cas sont concentrés au nord. Cependant, on note depuis 2022 une extension à de nouvelles wilayas, notamment l'ouest, à Tisselcit, mais également, même si ce n'est pas paru sur les cartes, les wilayas du sud, Tamanrasset et Adrar. C'est vrai que ce n'est qu'un seul cas, c'est épisodique, mais ça veut dire tout de même qu'il faut faire attention, et un peu plus aussi vers l'est. Alors, sur le graphe qui est mentionné ici, on voit la répartition des cas cumulés pour les wilayas qui déclarent le plus de cas sur la période de 10 ans, et on voit qu'il y a donc 5 wilayas qui forment le noyau endémique que nous avions vu sur les cartes précédemment. Donc c'est Tizi Ouzou, Alger, Boumerdès, Blida et Pouira. Donc c'est une zone de transmission régulière pratiquement sur toutes les dernières années. En parallèle, même si ça n'apparaît pas clairement ici, on voit qu'il y a une montée au Djidjel, déclare de plus en plus de leptospirose, donc il y a un foyer qui est apparu, donc quelques cas en 2017-2019, 16 cas en 2025, avec, on va voir, l'incidence la plus élevée. Alors, toujours dans la répartition géographique, mais plus particulièrement sur l'année 2025, eh bien, on voit que à gauche, c'est la répartition les cas de 2025 par wilaya. Donc, c'est toujours les mêmes wilayas qui viennent en tête: Tizi Ouzou, Djidjel, Pouira, Boumerdès, Alger, Djidjel. En termes d'incidence, eh bien, Djidjel vient, donc on a la même répartition, sauf que Djidjel vient en tête avec 2 cas pour 100 000 habitants déclarés en 2025. Donc cette extension géographique est probablement en rapport avec la pluviométrie très particulière qu'il y a eu en 2025, notamment au printemps 2025. Alors la répartition par tranche d'âge, là également sur ce graphique, on voit la répartition par tranche d'âge pour les différentes années. Quelle que soit l'année, on note que la tranche d'âge la plus touchée est représentée par les 40-49 ans et dans un second temps par les 20-29 ans. Donc les 40-49 ans représentent plus du tiers des cas déclarés sur toute la période. Cette répartition montre qu'en fait ce sont les périodes, ce sont les personnes en activité professionnelle qui sont les plus touchées, et
caractérise une exposition professionnelle, donc liée à l'eau. En parallèle, si on note toujours sur le graphique de gauche que les 60 ans et plus sont en augmentation au cours des années et les 50-59 ans. Donc j'ai repris les courbes d'incidence pour l'année 2025 de ces deux tranches d'âge au cours des 10 années. Donc on voit les 60 ans et plus, c'est la courbe en orange, pardon. On voit que l'augmentation est très très nette à partir de 2023. Il y a une cassure carrément. Et pour les 50-59 donc cette augmentation des plus de 50 ans et notamment des plus de 60 ans est en faveur d'une exposition environnementale communautaire représentée par le jardinage. Les contacts, donc il y a un petit souci. Les contacts avec le puits et le point d'eau collectif, excusez-moi. Cette dualité entre les tranches d'âge, ça fonctionne plus. Donc cette dualité, bon, je vais essayer de parler plus fort, cette dualité entre les tranches d'âge correspond à la juxtaposition de deux modes de contamination, une contamination professionnelle plus importante, c'est elle qui domine, et une contamination environnementale communautaire moindre, mais quand même qui semble de plus en plus importante. Ici, c'est la répartition des caractéristiques en fonction du genre, en fonction du sexe. Donc sur le graphe de gauche est représenté également deux courbes. Donc ici en rouge, c'est l'évolution du sexe ratio au cours des 10 années. Et les bâtonnets représentent la proportion d'hommes touchés par la leptospirose. Donc ici on voit qu'on a une prédominance masculine en vert foncé, en vert clair, donc bien sûr c'est la proportion de femmes, et en rouge c'est la proportion d'indéterminés. Donc quelles que soient les années, on note donc une prédominance masculine, j'ai déjà signalé, avec un sexe ratio moyen de 7,2, ce qui est quand même très important. Cependant, le sexe ratio, on peut noter, on voit très très bien sur la courbe, qu'il y a une variation assez importante au cours des années, puisqu'il varie de 3,3 à 12,7. Donc ces variations observées peuvent être dues à deux phénomènes. Le premier lié aux petits effectifs, on a relativement peu de cas qui sont déclarés, et aux indéterminés. Et je veux pour exemple l'année 2019, où on avait donc 39 cas déclarés chez les hommes et 3 cas chez les femmes, donc avec un sexe ratio donc, évalué à 13. On avait 3 indéterminés. Si on passe les indéterminés vers le sexe féminin, eh bien notre sexe ratio chute à 6,5. Donc vous voyez ici l'importance des indéterminés lorsqu'on a des effectifs relativement petits. En parallèle, également cette évolution du sexe ratio est liée à la juxtaposition des deux modes de contamination que j'ai cités précédemment. Une contamination hydrique collective qui touche les deux sexes, même s'il peut y avoir une prédominance masculine, mais le sexe féminin est également touché. Pour preuve, par exemple, l'épisode de Sétif où le sexe ratio était autour de 4 et qui avait touché, en tout cas il y avait la moitié des cas qui étaient liés à une exposition communautaire et une exposition professionnelle ciblée qui touche d'abord les hommes, puisque c'est surtout les agriculteurs, les éleveurs, les éboueurs, les égoutiers qui sont touchés avec des sex ratios beaucoup plus élevés. Donc le profil observé est cohérent avec la juxtaposition de ces deux modes de contamination et on note une relative féminisation depuis 2025 qui pourrait être liée à une extension vers des contextes plus domestiques ou communautaires.
Alors, je me suis intéressée ensuite plus particulièrement à l'année 2026, même s'il n'y a que les 3 premiers mois de l'année. Donc j'ai repris sur cette diapositive donc, la répartition géographique des cas de 2025 et de 2026. Donc déjà globalement, en 2025, sur toute l'année, 87 cas ont été déclarés, soit une incidence autour de 2,02 cas pour 100 000 habitants. En 2026, l'incidence, bien sûr, il y a 59 cas, l'incidence est moins, mais on est tout de même qu'au premier trimestre de l'année. On peut voir également que la répartition par wilaya montre une répartition très inégale. En 2025, à peu près 17 wilayas avaient été touchés. Je m'excuse. Et avec, on peut le voir, c'est le graphe du bas, c'est la distribution en bleu, alors qu'en 2026, on a 5 wilayas qui déclarent des cas, puis les cas au premier trimestre, avec pratiquement une exclusivité pour la wilaya de Tizi Ouzou. Plus de 90% des cas proviennent de cette wilaya. On s'est intéressé ensuite à l'évolution mensuelle des cas déclarés en 2026 et on l'a comparé à l'année 2025. Et on voit bien sur ce graphe que pour les 3 premiers mois de l'année, le nombre de cas déclarés en 2026 est nettement supérieur à celui observé donc en 2025. Et on note pour ces 3 premiers mois un accroissement de près de 200%, exactement 180%. Alors, nous avons repris les données sur la période des 10 ans en cumulant les cas du premier trimestre de chaque année. Et on note, quelle que soit l'année, de 2016 à 2025, donc le trimestre 2026 est sans précédent par rapport aux 10 années précédentes, donc plus de 3 fois celui de 2025, et pour les autres, c'est encore plus élevé. Donc, on peut dire qu'on est donc en situation épidémique très importante, avec une localisation particulière au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou. Les incidences par tranche d'âge montrent également une particularité pour l'année 2026. Si sur la période des 10 ans, c'était la tranche des 40-49 ans qui était la plus touchée, et en second lieu les 20-29 ans, eh bien, pour l'année 2026, c'est d'abord les 60 ans et plus qui sont touchés et les 50-59 ans. Donc je m'excuse, c'est d'abord les 50-59 ans et les 60 ans et plus, mais presque à part égale. Donc les deux tranches d'âge à elles seules représentent pratiquement les 2 tiers des cas déclarés. Et on note également un recul du sexe ratio, donc, qui est pratiquement en dessous de 2, avec un taux de létalité autour de 5%. Donc on a une flambée épidémique avec un glissement vers les tranches d'âge plus âgées et une féminisation relative. On s'est intéressé ensuite à la répartition des cas dans la wilaya de Tizi Ouzou. On peut voir que pratiquement la majorité des communes sont touchées. J'ai repris bien sûr les communes les plus touchées, mais on a tout de même un foyer dans la région d'Azanga et de Ouagadougou, mais on voit qu'il y a une répartition quand même assez large, donc qui traduirait une contamination environnementale diffuse dans cette wilaya davantage qu'un foyer particulier. Alors, on s'est également intéressé au contexte d'exposition des cas de leptospirose dans la wilaya de Tizi Ouzou, et on voit qu'en premier vient la cueillette des olives, c'est vraiment la première cause, puis en second, et presque à part égale, le jardinage, viennent ensuite, bien sûr, l'élevage, le contact avec les rongeurs, l'agriculture, en sachant quand même qu'on a une proportion non négligeable d'indéterminés. Donc on a une flambée épidémique saisonnière qui est amplifiée et sans précédent par rapport aux 10 années précédentes, qui est concentrée pratiquement exclusivement dans la wilaya de Tizi Ouzou, qui est un foyer connu endémique, et on avait déjà un signal au cours de l'année 2025.
Cette flambée a été favorisée par des conditions environnementales exceptionnelles des années 2025 et 2026, avec une pluviométrie quand même particulière durant ces 2 années, alors qu'on avait connu une sécheresse les années précédentes, avec également une densité importante du réservoir de rongeurs et du fait de la superficie des eaux livrées dans cette wilaya. Le profil des sujets plus âgés donc, qui est touché est lié, et en tout cas pourrait être en lien avec une exposition liée aux travaux agricoles et ruraux, mais également communautaires, et la féminisation relative donc, de la maladie est directement liée à la cueillette des olives, qui est une activité mixte, mais également à aux activités de jardinage. Alors, donc, Tizi Ouzou a concentré en 3 mois autant de cas que les 10 années précédentes réunies. Donc, quand même, c'est assez. Voilà. J'ai fait une comparaison avec d'autres pays. Tout à l'heure, je vous ai dit en introduction que l'Algérie avait un profil particulier. On n'avait pas de saisonnalité marquée. Donc, j'ai comparé notre pays, donc un pays des zones tropicales, à un climat tempéré, ici la France, peu importe, et l'Algérie. Donc on voit qu'en zone tropicale, la saisonnalité est très marquée. Généralement, c'est à la fin de la saison des pluies. En zone tempérée, c'est plutôt en période estivale et début de l'automne, et c'est directement lié aux loisirs en eau douce et à baignade en eau douce. Alors qu'en Algérie, on l'a vu, c'est pratiquement toute l'année, on a des cas qui sont déclarés, donc avec très peu de saisonnalité, en tous les cas sur les 10 dernières années. On ne sait pas ce qui va se passer durant les années qui viennent. Les facteurs déclenchants sont la pluviométrie en zone tropicale, l'exposition comportementale donc dans les zones tempérées, et en Algérie, c'est une exposition mixte, aussi bien exposition professionnelle que communautaire. Le profil de transmission dans les zones tropicales est endémique avec des périodes d'épidémie. Dans les zones tempérées, c'est une endémie faible, donc faible intensité. Et en Algérie, c'est endémique tout au long de l'année. Les implications pour la surveillance, on a une vigilance accrue, on doit être plus vigilant en zone tropicale juste après la saison des pluies. En zone tempérée, durant surtout la saison estivale. Par contre, en Algérie, cette vigilance doit être maintenue tout au long de l'année. Donc, au final, la leptospirose est une zoonose endémique dans notre pays, à potentiel réémergent, avec une recrudescence qui est observée depuis 2022, mais avec des signaux forts en 2025 et plus particulièrement en 2026. En termes de répartition géographique, on voit que le littoral est la zone la plus touchée, c'est normal, c'est là où il y a la pluviométrie et on a les zones humides et un réservoir de rongeurs assez important, mais également c'est là où l'agriculture est développée. Ces zones, c'est plus particulièrement l'Est et le Centre, avec un noyau endémique, surtout au centre. On a vu Tizi Ouzou, Guéra, Boumerdès, Alger et Ouida, mais depuis peu, donc, apparition d'un foyer à Djibouti. On note toutefois une expansion vers d'autres wilayas, donc probablement en rapport avec l'expansion des activités agro-pastorales, mais également d'une urbanisation non maîtrisée, surtout autour des grandes villes, et peut-être une modification de la pluviométrie. Et pourquoi pas également une meilleure sensibilisation, on en parle davantage depuis plusieurs années. La répartition par tranche d'âge est compatible avec une contamination mixte, j'ai déjà dit. On a une prédominance masculine très nette, mais avec une variation de sextration en fonction des années, donc en fonction de est-ce que l'exposition professionnelle ou l'exposition communautaire est plus ou moins importante. On voit également une montée des 60 ans et plus. En termes de saisonnalité, je l'ai dit et je l'ai répété, pas de saisonnalité marquée, une vigilance accrue, donc tout au long de l'année. On note une diversité des souches circulantes, même si je ne l'ai pas beaucoup développée, parce que je pense qu'il y a une communication qui est dédiée à ça. Donc, même si la forme hétéro-hémorragique est prédominante, il y a beaucoup de souches qui circulent. Et il y a eu 4 nouvelles souches qui ont été décrites en Algérie en 2021.
On a probablement une sous-estimation de la charge réelle de morbidité pour deux raisons essentielles. D'abord, un problème de confirmation biologique. Donc, on a vu la sérologie, c'est souvent une confirmation tardive, donc souvent après que la phase clinique soit terminée, donc pour la majorité des cas, donc très souvent le diagnostic n'est pas fait, et le diagnostic qui pourrait être fait en temps réel, la PCR, n'est pas disponible partout, il est surtout centralisé, donc au niveau de l'UPA et peut-être au niveau de quelques CHU. Enfin, on peut noter également qu'on a remarqué qu'il y avait eu très peu de foyers dans les wilayas de l'Est. Ça peut être lié à deux raisons. Soit une sous-déclaration plus importante, ou également c'est une zone où la pluviométrie est moins importante que l'Est et l'Ouest. Les options de vaccination sont limitées, même si on a un vaccin qui existe. Il protège contre une seule espèce, certes une espèce assez virulente, la forme hystéro-hémorragique. Voilà. Les recommandations